Valérie Expert. Mettons-nous d'accord aujourd'hui autour de Fanta Berete. Bonjour, ancienne députée Renaissance. Jean-Baptiste Moreau, bonjour, porte-parole du think tank Agriculture Stratégie, ancien agriculteur et ancien député également. Bon, on peut en dire un mot peut-être de ce dont on parlait. Oui. Et puis Mehdi Raïch qui est avec nous également, analyste politique. Et on attend Andrea Cotarac, porte-parole du RN. Fanta, vous avez été suppléante de... Vous êtes toujours, non, suppléante d'Olivia Grégoire. Quand elle est devenue ministre, vous êtes devenue députée. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes sans emploi. Et vous nous disiez combien c'était difficile. Alors les gens vont dire il y a du boulot, machin. Mais c'est pas le fait que ce soit difficile de retrouver du boulot, c'est pour tout le monde. Mais ce sont les réflexions dont vous faites l'objet. Et Jean-Baptiste peut confirmer. Oui, je disais qu'il valait mieux faire de la tôle que faire de la politique. C'était plus facile de se réinsérer dans le monde du travail après. Non, mais j'exagère à peine. Et quelle que soit l'étiquette politique, peu importe. Hein. Et aujourd'hui, on a un vrai souci d'aller-retour entre la politique et le privé, parce qu'on condamne les politiciens qui ne font que de la politique et on dit que les recasages, c'est inadmissible. Sauf que quand vous vous confrontez à la réalité des choses, dès que vous avez eu un engagement politique sur des postes à responsabilité, c'est très compliqué de retrouver du travail. Enfin, moi, j'en ai été... témoin, moi maintenant ça va plutôt bien, mais j'ai des collègues qui sont aujourd'hui au RSA. Enfin voilà, faut le savoir, des anciens députés qui sont au RSA parce qu'ils n'ont pas retrouvé du boulot depuis 2022. Mais parce qu'on leur reproche d'avoir eu un engagement politique. Tout à fait. Je pense que c'est vrai qu'on a prôné cet aller-retour et je pense que c'est plutôt sain d'ailleurs. Et aujourd'hui, dans certains entretiens, on vous dit que vous avez été médiatisé, qu'on n'est pas d'accord avec vos positions, que les organisations syndicales n'accepterait pas de vous avoir en fait dans l'entreprise, sachant que dans mon cas, je recherche tout simplement le type de poste que j'avais avant de faire de la politique. Donc c'est vrai que c'est un petit peu douloureux, mais en même temps, ça nous permet de nous dépasser et puis de choisir peut-être les bonnes entreprises. Et en tant que DRH, moi j'ai souvent vu ce cas aussi par rapport aux délégués syndicaux, c'est que parfois ils s'engagent dans le cadre d'un mandat et au moment où ils décident en fait finalement de lâcher ce mandat pour poursuivre leur carrière, ils ont également du mal. Donc je pense qu'en fait on devrait avoir une réflexion commune là-dessus sur l'engagement dehors. Bon. Et effectivement, il ne s'agit pas de faire pleurer dans les chaumières, mais il faut expliquer les réalités des choses. C'est que l'engagement, et certes, l'engagement, ça permet d'être élu et d'avoir un revenu parfois qu'on peut juger comme confortable, mais ça a aussi un prix. Voilà. Oui, ça veut dire que effectivement vous abandonnez le boulot dans lequel vous étiez. Andrea Cotarac nous a rejoint. On va continuer de parler de la colère du patron de la colère de Bernard Arnault hier. Enfin colère, je sais pas si c'était une colère, mais en tout cas c'était une colère froide. Et puis de celle du patron du MEDEF et qui dit ce matin que ceux qui peuvent partir partent et ils ont raison. On va reparler du sentiment de submersion migratoire, etc., etc. Beaucoup de sujets avec vous. On commence avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Commençons peut-être avec vous, Fanta Berete. Merci beaucoup Valérie. Comme vous le savez, la santé mentale des Français est une préoccupation croissante qui touche environ 13 millions de nos concitoyens, soit près d'un cinquième de la population. Des troubles psychiques, notamment la dépression, concernent environ 15 à 20% des individus au cours de leur vie. Face à cette situation alarmante, le gouvernement a déclaré la santé mentale comme grande cause nationale pour 2025, avec 4 objectifs prioritaires: la déstigmatisation des troubles psychiques, le développement de la prévention, l'amélioration des soins et le renforcement des soins. Malgré ces initiatives, les défis subsistent. J'ai actuellement 2 personnes proches de mon entourage qui sont hospitalisées dans le même service à l'hôpital de Thonon. Un hasard de la vie? Non, tout simplement les statistiques qui prennent Bien sûr. Je passe dans cette unité beaucoup de temps. Je souhaite donc dédier mon coup de cœur à l'équipe de l'unité Constance Pascal et unité Pierre Janet, service de psychiatrie psychotraumatique. Donc à vous, chers médecins, Nathalie, Nausicaa, infirmières, Marie-Hélène, Christiana, Sandra, Rachel, Jeanne, Anne-Marie, Justine, aux aides-soignantes, Kelty, Thérèse, Michel, aux infirmiers de nuit, Cyriac, Nathalie, aide-soignant Léa, Claudia, secrétaire Marine, Marie, la psychologue Françoise et enfin les ASH, on va pas faire tout l'hôpital Khadija. Non, mais je pense que ça fait partie de ces personnels en fait qui ont été applaudis aussi pendant la Covid. Et c'est vrai qu'ils ont une tâche importante, c'est celle de réparer les âmes d'un certain nombre de personnes dans cette unité. Et dans des conditions pas toujours faciles, on peut le dire aussi. J'étais sûre que vous me diriez ça. Dans des conditions loin d'être faciles. Et dans les 2 cas, ce
ce sont 2 femmes, ce sont des femmes, notamment une avec 3 enfants. Vous laissez derrière votre vie et on vous répare. Et c'est un métier qui est très difficile, mais merci à elles, merci de remettre de la lumière dans ces âmes qui sont abîmées par nos sociétés et par les hommes. On recevait juste avant dans l'émission Média une journaliste qui a réalisé une enquête pour Capital sur le coût de la santé et en particulier sur un certain nombre d'anomalies. Je vous encourage vraiment à regarder le Capital de dimanche, en particulier le scandale des dermatologues. Vous appelez ils ont fait le test, vous appelez pour prendre rendez-vous pour un dépistage de grains de beauté. On vous dit c'est pas avant 6 mois, voire 1 an. Vous appelez tout de suite après en disant je voudrais faire des injections de Botox. Vous avez un rendez-vous dans les 10 jours. Donc il y a un moment où le Conseil de l'ordre pourrait être un petit peu plus zélé ou en tout cas essayer de mettre un peu d'ordre là-dedans. Et puis voilà. Le sujet de la santé mentale, il est préoccupant en France déjà, parce que c'est un secteur qui est assez peu financé, où la psychiatrie en France a vraiment beaucoup de problèmes. Mehdi Raich, Et puis il y a aussi, notamment durant le Covid, il y avait notamment toute la question pour la jeunesse de la santé mentale. C'est vrai que les jeunes, c'est une énorme... Absolument, c'est un vrai sujet de fond. Pour le coup, par exemple, nous, département de la Creuse, 113 000 habitants, plus un seul pédopsychiatre. C'est un vrai sujet, pour le coup, c'est un vrai sujet de politique publique et qui est pas assez abordé. Oui, donc bravo à ceux qui sont là, qui font le boulot, mais dire que c'est pas suffisant. Il faut qu'on marque une pause, c'est l'heure du journal, mais on pourra en dire un mot. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous débattons et nous tentons de nous mettre d'accord autour d'Andrea Cotarac, porte-parole du RN, Fanta Berete, ancienne députée Renaissance, Jean-Baptiste Moreau, porte-parole du think tank Agriculture Stratégie, et vous êtes ancien agriculteur et ancien député, et Mehdi Raich, analyste politique. On va revenir sur la colère des patrons et celle du patron du MEDEF en particulier. On va revenir sur la submersion migratoire et on continue avec vos coups de cœur et vos coups de gueule, et on salue toujours l'unité de soins psy de l'hôpital Tenon qui nous écoute ce matin. Vous voulez dire un mot, Andrea, rapidement? D'abord que je les salue, je suis tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, c'est ma ville natale, donc voilà. Non, mais là, c'est Tenon, l'hôpital Tenon à Paris. Mais c'est la ville de Tenon. Donc. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi une responsabilité politique dans tout ça. Il y a bien quelqu'un qui va répondre quand même sur le fait qu'on a eu des suppressions de lits en hospitalisation psychiatrique qui sont que quelqu'un doit répondre à cela. Moi, j'ai les chiffres face à moi. En décembre 2022, donc c'était Emmanuel Macron, un quart des établissements psychiatriques ont fermé entre 11 et 30% de leur capacité. C'est-à-dire qu'en disette budgétaire, en disette financière, il y a toujours des filières qui prennent, et c'est toujours les mêmes, et la psychiatrie en fait partie. Je pense que, et je partage ce que vous dites, ça doit être une priorité. C'est une priorité qui traverse l'ensemble de la société. Il n'empêche... Il y a des responsables politiques qui doivent aussi répondre à cette situation chaotique et à ces personnes que vous avez citées, à qui je rends hommage aussi, qui sont débordées et qui ont une pression manifeste en vue de leur mission. Enfin, vous savez qu'il y a à Paris 50% des lits d'AVC qui sont fermés. Enfin, 50%. Il y a bien quelqu'un qui doit répondre à ça. Donc, qui doit répondre les lits d'hospitalisation, les lignes psychiatriques. Les lignes budgétaires ne disparaissent pas comme ça. Le problème majeur qu'on a sur les fermetures de lits, pour avoir été à la commission des affaires sociales, c'est le manque de nouveaux professionnels. Tout comme dans la police. Ça fait 10 ans que vous êtes au pouvoir maintenant. Oui, ça fait 10 ans. Nous avons donc, vous le savez, nous avons travaillé sur le numerus clausus pour qu'on ait plus de promotions. C'est à la marge. Franchement, c'est à la marge. Ces promotions arrivent. Chez les écoles infirmières, c'est pareil, c'est à la marge. Oui, mais est-ce que vous avez dans votre entourage, il y a une question de vocation, il y a une question de salaire également. Donc, vous avez des gens qui commencent ces études et qui abandonnent parce que c'est difficile. Moi, je faisais partie d'une commission avec le député Jean-François Rousset, qui est un ancien médecin qui travaille sur ces questions. C'est un travail transpartisan. Et aujourd'hui, ce qui est le plus scandaleux, c'est les décisions des doyens plutôt d'université qui refusent, par exemple, un certain nombre de redoublements. Et vous avez des étudiants qui partent en fait se former en Europe. Et tant qu'on n'aura pas réglé cette question qui est partagée par, je vous le dis encore, une majorité de députés de la commission des affaires sociales, dont ceux qui sont de votre parti, nous n'y arriverons pas. Très bien. Mais ce que nous devions faire, nous
n'avons pas réduit. Vous n'avez pas doublé le nombre de places en école d'infirmière. Vous avez des aides-soignants qui ont aujourd'hui un salaire 10% inférieur à la moyenne des pays développés. Enfin, je veux dire, ça fait 7 ans que vous êtes au pouvoir quand même. Quelqu'un doit y répondre. Donc moi, je suis d'accord avec vous pour travailler de manière transpartisane. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant d'augmentation de salaire pour ces personnes-là que depuis qu'on a lancé le Ségur de la santé, avec des régulations, un certain nombre de régulations. C'est loin d'être imparfait, parce que quand je vois le travail qui est réalisé, effectivement, il n'y a quasiment pas de prix d'ailleurs pour ça. On continue, juste une petite info. Hier, Gabriel Attal était sur France 2 après le 20h. Il a fait plonger l'audience de France 2 à peu près 2 millions de téléspectateurs. Il a été battu par Cyril Hanouna et Quotidien. Ça dit quelque chose du politique et de l'intérêt aujourd'hui, ou peut-être de l'intérêt pour Gabriel Attal, je ne sais pas, mais en tout cas, ça dit quelque chose. Il y a de l'intérêt du politique, c'est sûr. Moi, je discutais avec la patronne de France Bleu Creuse, d'ici Creuse maintenant, ça s'appelle exactement. Et ça elle nous coûtait combien de millions pour changer un logo, mais ça c'est encore un autre problème. Mais elle disait effectivement que la politique n'intéressait absolument plus les auditeurs et qu'ils arrêtent quasiment les interviews politiques à cause de ça. Bien sûr. On continue. Est-ce que c'est Attal ou c'est la politique? Je pense que c'est M. Attal, moi. Je crois que c'est la politique en général. On va voir le score de Marine Le Pen. On va voir le score. Je suis persuadé qu'elle sera bien au-dessus de M. Attal. Mais bon. Sur LCI, je sais pas, c'est pas sûr. Il y a quand même des enfin, on verra. Mehdi, coup de cœur. Oui, alors c'est un compte Twitter, Soraya Féministe. Elle a notamment lancé le podcast La Révolution des cœurs. Donc c'est une femme qui s'intéresse beaucoup à la problématique, notamment des femmes musulmanes et de la manière dont elles peuvent sortir du carcan familial, traditionnel, archaïque. Et donc, en fait, ce sont des femmes qui volontairement vont lui adresser la parole et qui s'expriment sur toutes les difficultés qu'elles ont pu avoir finalement dans la communauté dans laquelle elles étaient. C'est par exemple des histoires du type, moi, quand j'ai annoncé à mes parents que j'allais me marier avec quelqu'un qui n'était pas musulman, je me suis fait ostraciser par ma famille, je les ai pas vus pendant 15 ans. Et donc toutes ces histoires-là, je trouve que c'est un formidable outil, la manière dont Soraya s'y attaque. Je la connais pas du tout, mais j'ai découvert ce podcast cette semaine et je trouve que cette initiative, elle est à la fois citoyenne, elle casse un peu le carcan traditionnel qu'on peut avoir du débat politique, c'est-à-dire, en fait, on verrait finalement les communautés comme des ensembles uniformes. Et donc là, elle s'intéresse véritablement au parcours des individus et je trouve cette initiative formidable. Donc bravo à elle et bravo. Enfin, je veux qu'elle continue. Je trouve ça génial. Ouais. Un mot sur, plus qu'un mot, ça mériterait plus qu'un mot, mais Salwan Momika qui vient d'être tué par balle. C'est un réfugié irakien qui avait suscité une crise diplomatique en Suède puisqu'il avait brûlé le Coran. Les autorités l'avaient désigné comme islamophobe en condamnant ces provocations. Il avait publié le 18 janvier un gros fuck islam sur son compte Twitter et il a été abattu. À voir comment ça va être traité en Suède, comme un simple fait divers ou ce que dit Fergan Aziari dans son tweet comme quelque chose qui est une menace et un problème Fergan a raison. Je connais un peu Fergan. Fergan a raison sur ce sujet-là. Le terme d'islamophobie, moi je le rejette totalement parce que c'est confondre musulmans et islam. Donc pour moi, ça n'a strictement rien à voir. Pour ce qui est d'avoir tué quelqu'un qui a brûlé le Coran, c'est légiféré dans l'islam sunnite. Je respecte, je connais assez bien le sujet pour l'avoir abordé plusieurs fois. Je répète que 90% des musulmans dans le monde sont sunnites. Quand vous parlez de l'islam en France ou de l'islam en Europe, c'est l'islam sunnite. Donc il faut regarder ce que dit le fiqh, la jurisprudence, et ce que dit Sharia. Et dans la Sharia, je suis désolé, il y a 4 sources, c'est le Coran, les tafsirs, les hadiths sahih, les écoles de jurisprudence, donc le fiqh, l'ijma et ce qu'on appelle rayas. Il est condamné à mort toute personne qui est coupable de corruption sur terre. C'est le verset Sourate 5, verset 34 de mémoire. Et les coupables de corruption sur terre, ce sont les personnes qui offensent soit le prophète, soit Allah directement. Donc s'attaquer en brûlant le Coran, c'est une condamnation directe à mort. Ouais. Donc si on ne comprend pas ces éléments-là, et c'est un texte qui est rigide, la charia c'est rigide quand on connaît ses sources, si on ne s'attaque pas à ça à fond, c'est pas un problème de laïcité, c'est un problème de liberté d'expression. On parle d'une personne qui a juste brûlé un livre, je trouve pas ça très intelligent en demeurant, mais le faire, c'est pas s'attaquer aux personnes, c'est s'attaquer à une idée. Ouais. Et le fait qu'on tue parce qu'on s'est attaqué à une idée, je trouve ça absolument déplorable. C'est même pas imaginable. C'est Charlie Hebdo, hein. Enfin, c'est le même principe. C'est la même chose. Oui, non, c'est scandaleux. Je crois que c'est important de le dire ce matin. Oui, bien sûr, c'est important et c'est important de le mettre en avant et de brûler un livre, effectivement, c'est pas ce qui est le plus intelligent quoi qu'il arrive de toute façon, quel que soit le livre concerné. Mais jamais, à aucun moment, on doit risquer sa vie parce qu'on brûle un livre. Enfin, c'est totalement aberrant. Voilà. Et on est aujourd'hui dans c'est pareil, l'islamophobie
islamophobie, c'est même pire que ça. Pour moi, islamophobie, c'est assimiler tout arabe à un musulman, quoi, et tout musulman à un islamiste, et tout enfin voilà. Donc on pousse la logique. Voilà, c'est totalement débile. L'islamophobie, ça ne veut rien dire. C'est juste un moyen pour les islamistes de ranger tous les musulmans derrière eux contre tout le reste de la population, quoi. Et quand on voit qu'il y a une partie de la politique qui joue à ce jeu-là, franchement, c'est assez minable. Mais ce que dit Fergan Azehari, encore une fois, et qui rejoint peut-être notre débat de tout à l'heure sur la submersion, il dit « Il est effrayant de voir que certains pays européens, sous la pression démographique des fanatiques de Mahomet, se comportent d'ores et déjà comme des protectorats islamistes, faisant apparaître les dystopies de Houellebecq comme des contes de fées. » C'est un peu... voilà, oui, mais il y a une sorte de... Oui, d'acceptation. Je veux dire, le fait de dire qu'il est islamophobe, ça lui a mis une cible dans le dos. Le terme fait peur. Ouais. Je partage tout à fait ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que c'est une question de liberté d'expression. Je confonds pas, moi, les musulmans et l'islam. C'est-à-dire qu'il faut condamner quelqu'un qui s'attaque à des croyants, qu'ils soient musulmans ou autres d'ailleurs, ou à des non-croyants. Mais on a parfaitement le droit, sur notre continent, de critiquer un texte sacré, d'avoir peur dans une religion, d'avoir peur dans les religions. Un anarchiste d'extrême gauche, il a parfaitement le droit d'avoir peur dans toutes les religions. Il a parfaitement le droit de le dire. Et moi, je condamne une partie de la classe politique française, que je connais bien, notamment Jean-Luc Mélenchon, qui a toujours, et il l'a d'ailleurs tweeté en 2015, refusé ce terme d'islamophobie sur l'argument dont vous avez dit, c'est-à-dire qu'on avait le droit de critiquer un texte sacré, on a le droit d'être christianophobe, d'être islamophobe, et le voir 4 ans plus tard manifester avec le CCIF, avec des islamistes contre l'islamophobie, ça témoigne quand même de quelque chose, d'une certaine soumission à des radicaux et à des obscurantistes. Vous n'êtes pas d'accord ? Oui, non, mais je suis complètement en phase avec les éléments qui ont été déployés, et venant d'un pays où la liberté d'expression n'est pas courante, donc la liberté, cette liberté-là, moi je sais bien ce qu'elle vaut. Et d'ailleurs, je souhaitais juste dire une phrase. Je ne connaissais pas ce podcast. Je vais le télécharger. Soraya féministe, c'est votre coup de cœur. Parce que je trouve que c'est un compte X, oui, c'est un compte X. Vous pouvez aller voir Soraya Féministe et son podcast, c'est la révolution. Je trouve que justement, d'après en tout cas ce que vous dites, ce sont des témoignages qui n'arrivent pas en fait en haut de la pile, et qui sont rares. Et je pense qu'aujourd'hui ils ont leur importance, parce que ces femmes-là ne doivent pas se sentir seules quand elles décident finalement de prendre une autre voie. Il n'y a pas que des femmes, il y a aussi des hommes qui témoignent, mais ce sont des parcours individuels, et je trouve ça intéressant de voir comment ils évoluent, enfin la manière dont ils veulent casser les carcans. On revient dans un instant avec vous pour continuer de parler de l'actualité. On va parler aussi de cet otage qui vient d'être libéré par le Hamas dans une mise en scène grotesque, je pense qu'on peut le dire comme ça. Et est-ce qu'il faut montrer ces images ? À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Mettez-vous d'accord. Valérie Expert. Alors on a eu un petit débat hors antenne, parce que je voyais les images de la libération d'une des otages par le Hamas dans une mise en scène qui est la même que celle que les précédentes, avec des hommes cagoulés, avec le bandeau vert sur le front et des kalachnikovs. Cette jeune femme seule, escortée par des dizaines ils sont à peu près 10. Et elle est obligée de monter sur une estrade. Elle tient un cadre, je ne sais pas ce qui est dans ce cadre, si c'est un certificat qu'elle a été bien traitée, de bon otage. Mais cette mise en scène, est-ce qu'on doit la montrer ? Vous disiez vous, Mehdi Raïch. Pour moi, il faut absolument tout montrer dans ces cas-là. Ouais. Ça a été, c'est de la propagande, très clairement. Oui, mais alors dans ce cas-là, il faut aussi montrer la manière dont ils sont reçus en Israël. Pour moi, il faut montrer les deux tenants. Parce qu'en fait, juste montrer ce qui s'est passé, la mise en scène autour du Hamas, et ne montrer que ce point de vue-là, là c'est problématique. Par contre, s'il faut montrer ce qui se passe avec le Hamas et ce qui se passe lorsqu'ils arrivent en Israël et la manière dont ils sont reçus et l'émotion que ça peut provoquer, là je vois pas où est le problème. En revanche, là on pourrait faire un petit point d'analyse, c'est que c'est marrant de voir, de voir comment les images sont analysées, ou le discours politique qui peut être tenu sur ça. J'ai finalement entendu assez peu de critiques sur la manière dont le Hamas a présenté ses otages. J'ai vu des personnes individuellement le faire, et finalement dans la presse, dans les médias, ça a été très peu relayé, très peu critiqué. On parle quand même de personnes qui ont tué. On parle quand même, par exemple, quand je vois Jean-Luc Mélenchon, la vidéo est ressortie très dernièrement, où il parle du bébé Kfir. En disant ils ont un bébé. Je trouve ça absolument abominable. On parle quand même d'un enfant.
c'est le plus jeune otage du monde. Donc je trouve ça quand même très curieux. Il y a quand même une manière de présenter les choses. On devrait être objectif et dire ça se passe comme ça là-bas. Il y a le Hamas, il y a Israël. Mais la manière dont est traitée les images autour du Hamas et la présentation des otages, là effectivement, il y a plusieurs soucis. L'auditrice me dit le Hamas a demandé à Naam Halevi et aux autres otages de montrer un certificat d'achèvement lors de leur libération et de remercier leurs ravisseurs en arabe. D'achèvement ouais. D'achèvement de leur prise d'otage. Oui, c'est ça. Genre certifié, libéré, un truc comme ça. Et voilà, je sais pas, Andrea Cotarac. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a même pas de discours à avoir. C'est-à-dire que dans un conflit, et particulièrement à notre époque, les images valent d'innombrables obus ou victoires militaires. Le fait que le Hamas mette en scène la libération d'un otage qui en plus était militaire israélien, pour eux, c'est une victoire totale. C'est-à-dire que par l'image, ils essayent de montrer à Benjamin Netanyahou ou à la communauté internationale qu'ils ne sont absolument pas éradiqués, qu'ils sont toujours là, qu'Israël a raté sa cible, etc. C'est ça l'objectif pour eux. Et ça vaut bien plus, je l'imagine, pour une organisation terroriste comme le Hamas, de prouver qu'elle est encore là, qu'elle est encore en vie. Voilà. Je pense que c'est le cas. Maintenant, est-ce que les ennemis du Hamas doivent diffuser ces vidéos? La question se pose. Mais je veux dire, la guerre psychologique ne date pas d'hier et je pense que pour eux, c'est une victoire qu'ils veulent mettre en scène, tout simplement. Montrer, pas montrer? Enfin, oui, a priori, aujourd'hui, oui, on montre tout. Aujourd'hui, moi, par exemple, j'ai fait le choix de regarder l'avant et je trouve que, je vais pas citer les chaînes, c'est-à-dire la préparation, les voitures de la Croix-Rouge qui arrivent, et je trouve que pour la peine, en tout cas sur les deux chaînes sur lesquelles j'ai regardé, il y a eu beaucoup de discussions autour de la mise en scène un peu pathétique quand même qui en était faite. Maintenant, de toute manière, si on ne les regarde pas sur les chaînes, elles arriveront de toute manière sur les portables, sur nos portables. L'important, c'est la contexte. Qu'on le veuille ou pas. Mais est-ce qu'il y a eu beaucoup de contestations de la mise en scène? Est-ce que ça a été beaucoup commenté sur les... L'important, c'est ça. C'est justement que ce soit commenté, que ce soit discuté et qu'il y ait des discussions autour, qu'on livre pas ces images, parce que de toute façon, ces images, elles sont pour leurs adeptes et pour les gens qui sont susceptibles de rallier à leur cause. Elles sont pas effectivement dirigées pour nous, parce que nous, on trouve ça plutôt totalement déplacé, voire totalement abject. Donc voilà, c'est pas nous que ça va convaincre, mais il faut justement analyser ces images et essayer de les expliquer pour que les gens qui pourraient y être sensibles comprennent combien c'est une forfaiture. Recontextualiser. Là, il y a d'autres otages qui sont en train d'être libérés. Revenons à la politique française. Andrea, c'est un coup de gueule contre Bruno Retailleau. Vous m'étonnez. Non, la réalité, c'est aussi un coup de gueule général. C'est-à-dire que j'ai la forte impression en ce moment qu'on polémique, qu'on blablate, qu'on caquette à tout va. Dernièrement, je pense qu'on va en parler sur cette histoire de submersion migratoire. Alors, Monsieur Bayrou dit ça, et puis le Parti socialiste s'en offusque en le traitant de raciste ou de je ne sais quoi d'extrême droite. Puis ensuite, c'est un sentiment de submersion migratoire. Stop. C'est-à-dire qu'on a des statistiques aujourd'hui, Valérie. Moi, je les ai, c'est les statistiques de l'État. Délivrance des premiers titres de séjour, c'est plus 175% depuis 97. Pour les premières demandes d'asile, c'est plus 245% depuis 2009. Donc oui, il y a une partie des Français qui considèrent, je pense, dans certains territoires, qu'il y a véritablement une submersion. Je pense aussi à Mayotte, dont Mamoudzou est la première maternité de toute l'Union européenne, où 80% des naissances sont dues à des clandestins. Maintenant, j'ai entendu Fanta tout à l'heure nous expliquer que il y avait des aides-soignants qui soignaient les âmes par la parole. J'ai entendu tous les prénoms, j'ai pas entendu Bruno. Parce que j'ai l'impression que Bruno Retailleau, lui, il pense que sa parole guérit. Alors il nous explique pendant les commémorations de Charlie Hebdo qu'il veut interdire le voile à l'université. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Il nous explique qu'il va renvoyer des TikTokers algériens dangereux pour la sécurité des Français. Il les renvoie, ils sont renvoyés en France, donc il ne fait rien. Il parle de supprimer le droit du sol quand il y a le cyclone Chido au Mayotte. Il l'écrit, il fait une tribune, qu'est-ce qu'il fait? Rien. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'il fait vraiment? Est-ce que c'est un prêtre, un psychologue qui considère que sa parole va guérir les problèmes et va les résorber? Ou est-ce qu'on agit par des actes? Moi, j'ai l'exemple de... Il a au moins le mérite de dire des choses. Oui, c'est bien, mais bon, je pense que les Français sont tous au courant et qu'ils vivent au quotidien la réalité. Moi, j'ai vu ce qu'a fait Donald Trump avec la Colombie. Il a fait respecter, non pas les États-Unis, le droit international.
les Colombiens doivent, selon le droit international, récupérer leurs ressortissants nationaux. Je constate que pour la France, ça ne marche pas avec l'Algérie, ça ne marche même pas avec les Comores, qui objectivement sont, j'ai beaucoup de respect pour eux, mais géopolitiquement parlant, des confettis de l'océan Indien. Nous n'arrivons pas à nous faire respecter, nous, France, État souverain, mais en plus, on n'arrive même pas, 7e puissance mondiale que nous sommes, à faire respecter le droit international. En droit international, il y a un principe de base, c'est la réciprocité. Vous ne voulez pas récupérer vos nationaux, eh bien, on ne vous délivre plus de visa. Que fait M. Retailleau à part parler? Strictement rien. Alors, qui veut répondre, Jean-Baptiste? Moi, c'était aussi un peu le sens de mon c'était votre coup de gueule, mais absolument à peu près à l'opposé de ce que vient de dire Andrea Cotarac, ce qui ne surprendra pas grand monde. Mais globalement, enfin, nous, on a eu une déclaration sur BFM là, du député de la Creuse, qui est un proche d'Éric Ciotti, qui nous explique que la souterraine, donc deuxième ville du département de la Creuse, 6000 habitants, il y aurait plus 400% d'immigration. Oui, on vient d'ouvrir un centre CADA, effectivement, qui est un centre qui héberge les demandeurs d'asile en attendant donc effectivement, il y a plus 400% sur une ville de 6000, parce qu'il y a le centre CADA qui ouvre. Je pense qu'il faudrait ramener un peu de rationalité autour de ces débats sur l'immigration. J'ai pas dit que... Oui, non, effectivement, la Creuse, c'est pas un problème de submersion migratoire, ça je vous le confirme. D'accord. Donc dans un village de 160 habitants qui est 50 MNA qui arrivent, pour vous, c'est pas un déséquilibre? On ne demande pas aux habitants ce qu'ils veulent, c'est pas un problème. C'est des demandeurs d'asile, je sais pas si c'est des MNA, parce que vous semblez avoir des informations que je n'ai pas, mais c'est pas des MNA, c'est des demandeurs d'asile qui sont hébergés dans un CADA. Oui, mineurs non accompagnés. Effectivement, dans un département comme la Creuse où on a une chute démographique lourde, je suis pas choqué effectivement qu'on accueille. La Creuse est un territoire d'accueil. Aujourd'hui, on a une population active qui est ultra faible. On a des entreprises qui n'arrivent pas à s'installer, qui n'arrivent pas à recruter. Donc effectivement, ça ne me choque pas qu'il y ait un certain nombre de populations qui immigrées ou pas d'ailleurs, qui viennent de France ou d'ailleurs, qui viennent sur un département comme le nôtre. Moi, je peux vous dire qu'il y a tous les artisans, les couvreurs qui cherchent du boulot. On a des médecins, on a besoin de médecins, on a besoin de tout un tas de professions. Donc, vous êtes en train de dire que les MNA qui sont arrivés en CRA et qui sont tombés dans la Creuse vont devenir médecins. Vous savez que c'est des MNA. Vous savez que c'est des MNA. Et vous savez quel diplôme ils ont? Vous n'en savez rien. Vous êtes dans la caricature comme d'habitude. Je lis les rapports de l'INSEE, mais on leur fait dire ce qu'on veut aux chiffres aussi. Donc l'INSEE, c'est faux. Le fait qu'il y ait 2 fois plus de chômage chez les populations immigrées, celles qui arrivent, pour vous, c'est des chiffres qui sont manipulés par l'INSEE. Et que la population immigrée soit de 10% et que dans les aides-soignantes, c'est 40% issus de la population immigrée, ça c'est pas faux non plus. Enfin, il y a un certain nombre de boulots aujourd'hui où si vous n'avez pas des populations d'origine immigrée qui les font, il y a personne qui les fait. C'est ça la réalité des choses. Ceux qui défendent M. Retailleau sont. Non, mais je défends pas M. Retailleau, c'est pas ma cam. Au moins, c'est clair pour les auditeurs que le programme des LR, c'est que la Creuse accueille 400% de clandestins sur leur territoire. Mais qui est comme le disait Michel Rocard, qu'on prenne notre part, toute notre part, rien que notre part et pas plus. Moi, je suis pas aujourd'hui expert pour estimer quelle est notre part de la misère du monde qu'on doit accueillir, mais expliquer qu'on va mettre des barrières et des murs aux frontières de la France, c'est juste irresponsable et crétin. Je ne sais pas qui a dit ça, mais je suis d'accord avec vous. Le débat qui est posé par François Bayrou, je regarde ce qu'il disait. Il disait, si nous regardons en face, nous serons en capacité de maîtriser, d'accueillir correctement ceux qui viennent dans notre pays comme notre devoir. La question, c'est la panne d'intégration. Oui, mais ça, c'est la vraie question. C'est le vrai problème. Bah oui, mais c'est un gros problème quand même quand vous avez des populations qui ne s'intègrent pas. Je veux dire, c'est ça le sentiment de submersion aussi, c'est-à-dire d'avoir des populations qui ne sont pas forcément des migrants récents, mais qui sont des gens qui sont là depuis un certain temps et qui problème. Ne s'intègrent pas. Et en les concentrant tous au même endroit, effectivement, on amplifie ce problème. Oui, ça c'est évident. On se retrouve dans un instant et on continue de débattre. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bon, on est ensemble avec vous pour commenter l'actualité. La parole ne soigne pas, c'est ce que vous disiez, Andrea. C'est-à-dire, est-ce que vous trouvez que Bruno Retailleau parle beaucoup? Mehdi Raich, on ne vous a pas entendu sur le sujet. Sur le cas parce qu'en fait, on a dit beaucoup de choses et c'est un peu parti. C'est parti un peu partout. Donc, c'est spécifiquement sur Bruno Retailleau la question. Oui, la question, c'est. Oui, on peut effectivement extrapoler, c'est-à-dire qu'il annonce des choses et qu'est-ce qu'il y a de concret derrière. Est-ce qu'il peut faire autre chose? Moi, je veux bien qu'on critique Bruno Retailleau, c'est pas une question d'aimer ou pas aimer, mais factuellement, sur le cas par exemple du Boualem qui devait être expulsé en Algérie, je sais même pas s'il est techniquement expulsable, puisque ça fait 20 ans qu'il est en France, il a 2 enfants en France si je me trompe pas, il est marié à une personne de nationalité française. Au regard du droit,
et du droit communautaire européen, il ne peut pas être expulsé. D'autant plus, et là pour moi c'est là que j'impute pas forcément la tare à Bruno Retailleau, c'est que les relations diplomatiques avec l'Algérie sont tellement catastrophiques que l'Algérie, même si vous faites dire non, je le reprendrai jamais le ressortissant, même s'il est algérien, les autres influenceurs, ils étaient franco-algériens, donc c'est une autre problématique, mais sur ce cas précis, c'est une personne algérienne. Et les Algériens, je vous assure, il le reprendra jamais. Non. Ils vont juste faire ça uniquement pour, j'ai d'autres mots en tête, mais pour emmerder la France. Ouais. C'est le seul truc qui va c'est une question de pourrir la situation diplomatique. Donc, pour le coup, il ne peut pas être expulsé en l'état. Concernant Monsieur Retailleau, en fait, on voit qu'il a envie et très bien. Maintenant, c'est vrai que moi, je regarde un petit peu de loin et j'entends que des annonces. Et en fait, c'est toute la scénarisation qui me dérange. En fait, c'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'on sait que c'est touchy. On sait que la reprise, un certain nombre de personnes par l'Algérie, même la personne qui ne suit pas les dossiers politiques, sait que c'est compliqué, qu'on n'y arrive pas. Donc, je pense qu'il vaut mieux parler de résultats plutôt que d'annoncer ces choses-là. Parce que ça brouille et je trouve que ça frustre les gens, que ça les met en colère parce que au moment où ça a été annoncé sur Twitter, etc., on en a fait un événement. Sur les plateaux télé, on n'a parlé que de ça toute la journée et finalement, quelques jours après... plat. Donc, plat n'est pas le mot, mais vous avez compris. Donc, effectivement, est-ce que c'est un camouflet ? Oui. Est-ce qu'on a le droit d'essayer des choses en politique, etc. Oui, aussi. Donc, en fait, j'espère qu'il va se servir de cette expérience parce que moi, ce qui m'inquiète le plus, je suis quand même pas mal sur TikTok pour suivre un certain nombre de comptes. Et effectivement, quand je vois certaines vidéos qui appellent à la violence ou de personnes qui n'aiment pas notre pays, effectivement, je me dis, il faut aller plus loin. Mais il doit s'assurer de pouvoir le faire avant de se lancer. On peut dire, simplement un mot, c'est que c'est une affaire aussi de sécurité intérieure. C'est-à-dire que quand vous dites effectivement qu'il y a des TikTokers étrangers qu'on a accueillis sur notre sol, qui lancent des appels à tuer des Français, sans distinction, des gens qui croient, qui ne croient pas, des gens de gauche, de droite, vos enfants, etc., et ils sont suivis par 400 000 personnes. Admettez qu'il y ait simplement 5% de ces 400 000 qui soient convaincus à l'idée d'aller tuer des Français, d'aller tuer les gens qui nous écoutent. Ça fait 20 000 personnes. Donc vous imaginez, c'est un problème de sécurité intérieure. Et je dis juste un dernier point très rapide, Valérie. Je pense que le discours selon lequel on ne peut rien faire, mais qu'est-ce qu'ils pouvaient faire d'autre, va tuer la politique. Les policiers ne peuvent pas travailler, la justice ne peut pas condamner, les délinquants ne peuvent pas être emprisonnés, les migrants ne peuvent pas être expulsés. Je pense qu'on va mourir de ça. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Il y a un auditeur qui dit d'accord avec vous, mais j'attends de voir ce que fera le RN s'il arrive au pouvoir. C'est simple, il faut des mesures. Il faut des mesures de rétorsion. À partir du moment où un pays ne veut pas récupérer ses nationaux, eh bien vous ne faites pas de visa. Vous mettez des droits de douane contre l'Algérie, vous gelez les transferts de fonds, vous gelez les biens des dirigeants, vous zéro visa pour les migrants. C'est comme ça que ça marche. Ça a marché pour Donald Trump, mais non, ça marche pas pour l'Algérie. Il en a moins expulsé que Biden quand le président. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Le président colombien a dit je ne récupère pas mes nationaux. Il viole le droit international, pas les États-Unis, le droit international. Eh bien Donald Trump a dit très bien, première semaine, plus 25% de droits de douane. Deuxième semaine, zéro visa. Eh bien, qu'a fait le président colombien ? Il a envoyé son avion présidentiel pour récupérer ces migrants et ces délinquants, d'ailleurs, puisqu'ils étaient délinquants. Moi, qu'il a récupéré quand Biden était au pouvoir 6 mois plus tôt. Donc, c'est du pipeau, c'est de la com. Et par rapport à ce que disait... Non, c'est c'est de la com. Mais oui, justement, on en meurt de ça. Celui qui fait de la com, c'est M. Retailleau. La politique... Oui, mais c'est ce que disait Fanta est tout à fait juste. On ne peut pas réduire la politique à de la com et la com ne remplace pas la politique. La com, elle vient en appui à une vraie politique de fond. Une fois qu'on a des résultats et une fois qu'on l'a mise en place cette politique et une fois qu'on a travaillé sur un corpus idéologique. Le problème, ce qui tue la politique depuis 20 ans, c'est que en fait la com se substitue à de la politique. On n'a plus d'idées, mais par contre on fait de la com. Voilà. Et ça c'est un drame de notre société. Qu'on agisse. D'ailleurs, Marine Le Pen a dit qu'elle était hâte d'arriver au pouvoir. Je pense que beaucoup d'auditeurs ont hâte aussi qu'elle fasse des choses. Sur le sujet de la com, je suis d'accord parce que c'est pas la première fois que je dis que j'ai l'impression d'être géré par une équipe de communication à l'Élysée. Pour moi, on est juste géré par une agence de com. Sur le cas, pour moi, comparaison n'est pas raison. Le cas de la France et de la Colombie, pour moi, il peut pas être calqué sur le cas de la France et l'Algérie. Pour moi, c'est impossible. Parce que déjà, les États-Unis fonctionnent pas. Puis surtout, ils ont un poids tellement important comparé à la Colombie. Et nous, par rapport aux Comores,
On peut pas alors. Laissez terminer Mehdi. Pour le coup, je parle pas des Comores, je connais pas assez le cas des Comores pour en parler. Sur le cas de l'Algérie, je suis désolé, mais la France, elle a pas un poids diplomatique assez important. Elle a pas les armes aujourd'hui pour. Je suis pas d'accord avec vous. Vous allez faire quoi concrètement? J'ai les avoirs, ça sert à rien. Ça sert à rien. Interdire les dirigeants d'aller. Interdire les dirigeants d'aller se faire soigner en France, ça ne se fait plus. Vous pouvez revenir sur les accords de 60 ans. Maintenant, ils sont soignés au Qatar. C'est pas le cas puisqu'il y avait un Grenoble. Oui, mais il n'y en a qu'un. Et Bouteflika y était aussi. Mais Bouteflika, c'était combien de temps? D'accord, mais là, à l'heure où je parle, il y a un dirigeant algérien qui se fait soigner. C'est pas le haut du gratin. Et au-delà des dirigeants, à partir du moment où l'Algérie ne veut pas récupérer ses ressortissants nationaux, je vous rappelle, la base quand même, c'est le droit international. Ils sont obligés de récupérer leurs nationaux. Ça vous paraît fou que la France fasse respecter le droit international? Eh bien, si un pays ne veut pas récupérer ses nationaux, on ne distribue plus de visas à destination de ce pays-là. Est-ce que c'est fait? Non. Le débat, il n'est pas là, c'est que vous n'êtes pas dans la capacité de le faire aujourd'hui. De bloquer les visas, bien sûr que si. Bloquer les visas, ça servira à rien. Mais non, ils passeront par l'Espagne, c'est l'espace Schengen. Ça change rien. En fait, les doubles protection nationale. Ils arriveront clandestinement. Non, mais ces débats sont très complexes et effectivement, le droit international, on peut pas l'instrumentaliser comme ça existe, comme ça nous chante et comme on veut. Et globalement, voilà, c'est ce qu'a fait Trump avec la Colombie, c'est de la com. Globalement, il n'y a pas plus de résultats que ça. Aujourd'hui, et on peut le regretter. C'est pas vrai, il en a moins expulsé que Biden en a expulsé. Excusez-moi, ça fait 3 jours qu'il est au pouvoir. Non, mais je parle dans le même laps de temps. Dans le même laps de temps, il a pas expulsé plus que Biden en a expulsé dans la phase précédente avant que Trump arrive. Donc c'est du pipeau et c'est de la com. Mais on a l'habitude avec Trump et les populistes en général, ils reposent essentiellement là-dessus sur de la communication. Donc on a l'habitude. Mais sur ce que disait Mehdi, c'est particulièrement juste. Aujourd'hui, l'Algérie, hélas, on peut le regretter. On a beaucoup moins de liens économiques avec l'Algérie qu'on a pu en avoir par le passé. Enfin, je veux dire, il y a d'autres pays comme la Chine et qui sont et la Russie qui sont beaucoup plus puissants économiquement avec l'Algérie que n'est la France aujourd'hui. Donc on peut bien mettre toutes les mesures de rétorsion. À ma foi, les Algériens se tourneront vers d'autres pays. Ils en ont parfaitement le droit. Qu'ils se tournent vers d'autres pays. Juste un tout petit, merci, c'est gentil. Un petit point. Moi, je fais partie des gens qui, même si je combats le Rassemblement national, je pense qu'il y a de fortes chances que vous arriviez sans nul doute au pouvoir en 2027. Pour ce que j'ai pu voir. Fait de l'Assemblée, avoir travaillé très dur sur des textes, avoir tenté des ponts, c'est qu'il y a une grande différence entre une volonté qui est affirmée, affichée, etc., et la traduction qu'on va pouvoir en faire dans le cadre en fait des règles qui sont les nôtres, qu'elles soient nationales, européennes et internationales, si on veut rester dans un cadre. Donc je pense que là-dessus, on n'est pas non plus les États-Unis, et que les liens avec l'Algérie, c'est une ancienne colonie. On a quand même eu une guerre importante avec des traces importantes, et je pense qu'on ne peut pas tout simplement faire comme Trump le fait là actuellement avec la Colombie. Et je crois que si vous voulez un jour être au pouvoir, il va falloir aussi accepter de travailler dans le cadre des règles, et c'est ce que je reproche un petit peu d'ailleurs à l'équipe de Retailleau, c'est-à-dire que nous les connaissions et que ce qui aurait été intelligent, c'est d'essayer de trouver s'il y avait une voie de passage différente de ce qui avait été tenté par ailleurs par l'ancien ministre de l'Intérieur. Mais on ne comprend pas bien quand même le fait qu'on ait voulu renvoyer un délinquant en Algérie, qu'il est algérien et qu'il est refusé par l'Algérie, et il revient en France alors qu'il est sans papier. Enfin, il y a un truc, il y a une règle de droit qui m'échappe là, non? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, la justice a décidé que c'est en fait comme il a fait sa vie en France, il a 2 enfants en France, il est marié à une personne de nationalité française. Le droit communautaire dit effectivement, on ne pouvait pas l'expulser. La justice dira toujours ça. Puis d'autant plus qu'il n'est pas considéré comme un danger public. Ouais. Donc en fait, ce ne sont pas des charges qui peuvent être retenues contre lui. Par contre, je voulais juste rajouter un dernier point. Au fond, ce que dit Andrea, je peux comprendre le rapport du rapport de force. Parce que ce qu'a engagé les États-Unis avec la Colombie, c'est un rapport de force. Ils ont frappé une fois. En fait, ils sont tellement puissants qu'il n'y a même pas de débat face à la Colombie. Face à l'Algérie, je suis désolé, même en instaurant un rapport de force, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui vous le gagnez. Non. C'est là où est le sujet. Je suis juste en un mot, je suis abasourdi par ce que j'entends. On a autour de cette table une quasi-majorité des gens, unanimité même, qui n'ont plus confiance dans la France.
la France, c'est le premier partenaire commercial de l'Union européenne avec l'Algérie. Bien sûr qu'on peut demander à nos partenaires européens de bloquer toute exportation vers l'Algérie, bien évidemment. Bien sûr que la France peut décider de ne distribuer aucun visa vers l'Algérie, puisque l'Algérie ne veut pas récupérer ses ressortissants nationaux. L'Algérie est indépendante. L'Algérie peut se tourner vers n'importe quel pays du monde. On ne demande qu'une seule chose, c'est que l'Algérie respecte la France et que ses dirigeants, qui sont le 7e exportateur de gaz au monde, l'Algérie qui pourrait être la Norvège du Maghreb, eh bien, ces dirigeants-là doivent répondre à leurs habitants, doivent répondre à leur jeunesse, doivent répondre au fait que depuis 60 ans, ils ont un échec économique et que la jeunesse algérienne n'a qu'une seule idée en tête, c'est de partir de son pays. Donc qu'ils aillent vers la Chine, qu'ils aillent vers l'Angleterre, quiconque, mais qu'ils respectent la France. Je suis abasourdi aujourd'hui que vous êtes tous, eh bien, vous avez perdu la confiance dans notre pays qui reste la 7e puissance du monde. C'est pas la confiance dans le pays, c'est la confiance qu'aujourd'hui vous n'avez pas les armes. C'est la réalité. C'est la réalité. On peut pas établir un rapport de force avec l'Algérie ni avec les Comores. Pas tous en même temps. Un mot, Jean-Baptiste Moreau, sur l'utilisation par François Bayrou de ce mot de submersion. On l'a un peu évoqué. On l'a déjà évoqué. Ouais. Enfin voilà, moi je regrette que c'est une vraie problématique. L'immigration, voilà, il s'agit pas de ceux qui nient que c'est une problématique sont aussi responsables que ceux qui en font la seule et unique problématique aujourd'hui qui intéresse l'ensemble des Français. C'est tout aussi ridicule d'un côté que de l'autre. Et je dis que mal nommer les choses, c'est rajouter au bonheur du monde et c'est rajouter au malheur du monde, pardon, d'Albert Camus qui dans les... voilà, pardon. C'est bonheur du monde, ouais, ça serait bien parce que s'il suffisait de mots pour faire le bonheur du monde, on s'en sortirait mieux. Non, mais mal nommer les choses, c'est rajouter au malheur du monde. C'est exact. Il faut éviter de tout mélanger quand on parle d'immigration et surtout il faut arriver à avoir un débat serein autour de ces thématiques et surtout affronter le réel des choses et pas des fantasmes de part et d'autre. Hein. Là-dessus, l'extrême gauche a fait part aussi d'un certain nombre de fantasmes au sujet de l'immigration, mais ce que je dis, c'est qu'il faut éviter de rentrer dans des caricatures de part et d'autre, parce que c'est une vraie problématique, et je pense même qu'elle est devant nous avec le changement climatique, avec un certain nombre de pays qui vont être inhabitables, parce que vous allez avoir des îles qui vont disparaître, vous allez avoir des pays qui vont devenir inhabitables, parce qu'il n'y aura plus de ressources en eau du tout dans un certain nombre de pays. Le défi migratoire, il est devant nous, et il faut arrêter les caricatures autour de cette problématique-là, parce que de toute façon, on va avoir ce défi, et il va falloir le régler, pas tout seul avec nos petits muscles de Français, mais au niveau européen et voire au-delà. Allez, on marque une toute petite pause de pub et on revient, on va parler de la colère des patrons, enfin les patrons qui commencent à s'exprimer. Je voyais hier également Nicolas Dufourcq, le patron de la BPI, qui disait que c'est l'économie qui produit la possibilité de la redistribution et que est-ce que c'est la bonne idée de ne pas taxer les grandes entreprises. À tout de suite. Sud Radio, Valérie Expert. Et de retour avec vous, les débats sont animés même pendant la pub. On va revenir sur la colère des patrons et en tout cas cette colère froide de Bernard Arnault qui a beaucoup fait réagir. Et ce matin, le patron du MEDEF qui dit ceux qui peuvent partir, je crois qu'on a le son, écoutez-le, pas qu'ils partent. En gros, ils ont raison. Ceux qui peuvent partir partent et ils ont raison. Mais ils ont raison. Bernard Arnault aurait raison de quitter la France et de délocaliser. Qu'est-ce que vous voulez ? Il y a une rationalité économique. Nous, on est là, les entrepreneurs, pour faire de la croissance, pour investir, pour innover, pour embaucher. Si vous avez des conditions qui sont aussi divergentes entre la France, les États-Unis, mais j'entends ce que François Langlais a dit sur l'Espagne, c'est vrai de la Pologne, c'est vrai de l'Italie, c'est vrai du Portugal. Le Portugal va baisser son taux d'imposition à 15%, voire à 12,5%. Nous, pour les grandes entreprises, sur 2025, on nous dit que ça sera plus le cas en 2026. Je suis dubitatif et je peux vous expliquer pourquoi. On va monter à 35,5%. Mais vous, patron du MEDEF, vous dites ce matin aux patrons grands ou petits, si vous pouvez quitter la France, quittez-la, c'est ça ce que vous dites ? Oui à la délocalisation ? Je ne les incite pas à le faire. La rationalité vous les comprenez. veut que... Bon, voilà. Réaction ? Oui, c'est une parfaite réponse à ce que à la façon dont nous saoule l'extrême gauche notamment, en nous expliquant qu'il faut toujours taxer plus et il faut augmenter. Et de toute façon, les patrons s'en iront pas. Évidemment qu'ils s'en iront. Évidemment que l'esprit d'initiative, il partira de ce pays. Enfin, je veux dire, on est dans un monde ouvert, on n'est pas en URSS. Alors, ils sont peut-être nostalgiques de ce temps-là,
Mais aujourd'hui, le fait est que si on décourage l'esprit d'entreprise dans ce pays, l'esprit d'entreprise, il va aller s'installer ailleurs. Et il n'a pas besoin d'aller effectivement à l'autre bout du monde. Hein. Il peut aller en Espagne, il peut aller en Allemagne. Et c'est un vrai souci. Et c'est ce qu'on essaye de mettre en place depuis 7 ans. Et dans le temps où j'étais député, c'est ce qu'on a essayé, c'est de mettre un terreau favorable au développement des entreprises et à la possibilité qu'elles puissent créer de l'emploi. Parce que avant de partager de la richesse, il faut déjà la créer. Je veux dire, quand on sera plus qu'entre pauvres, je suis pas sûr que la situation des plus pauvres d'entre nous va beaucoup s'améliorer. Je suis même à peu près sûr du contraire. C'est là que c'est intéressant, c'est que je pense sincèrement qu'en France, le débat public sur l'économie, on a oublié que le seul créateur de richesse, c'est l'entrepreneur. Mais bien sûr, mais c'est là où on va taper. C'est là où on va chercher l'argent. Il y a un problème, c'est-à-dire qu'on veut taper là où il y a de l'argent, sauf qu'en fait, on va tellement taper fort qu'il n'y aura plus d'argent. Ils ne peuvent plus redistribuer, c'est ce que dit... C'est le cœur du moteur économique. Enfin, peu importe la théorie, que vous soyez libéral ou pas, celui qui produit de la richesse, à un moment, il y a bien un gars qui a une idée qui dit « je veux faire un business ». C'est l'entrepreneur, c'est le super-héros de l'économie. Si vous l'avez pas, vous n'avez pas de richesse. Vous avez que dalle, walou. Et un patron qui va être taxé à 40%, même si on lui dit je vais aller ailleurs, même si on lui dit non, mais c'est juste pour un an, comment il peut y croire? Tout le monde ne peut que souhaiter une meilleure distribution de la richesse, sauf qu'avant de la distribuer, il faut la créer. Et s'il n'y a plus personne pour la créer, on ne distribuera rien du tout. Simplement, alors il y a le MEDEF, c'est quand même les grands patrons. J'aimerais que ce soit quand même entendable. Il y a diverses activités, il y a divers patrons, il y a les TPE, PME. Là, il y en a 60 000 qui sont devant les tribunaux de commerce quand même, parce qu'ils n'arrivent pas à payer le coût de l'énergie. Et c'est le patron de Michelin qui l'a dit au Sénat. Europe, 132 € le mégawattheure. Amérique du Nord, 68 € le mégawattheure. Ils ne sont pas concernés. À partir du moment, je termine juste, à partir du moment où vous n'avez pas réformé le marché européen de l'énergie, vous n'avez pas délié le prix du gaz de l'électricité, vous n'avez pas baissé la TVA, effectivement, vous allez avoir des entreprises, notamment industrielles, qui vont couler. Et deuxièmement, il y a le taux de prélèvement. La France, mais qui concerne les grandes entreprises. Moyenne d'Europe, 40. Maintenant, sur les grandes entreprises et les larmes de crocodile de LVMH, juste, j'ouvre une petite parenthèse quand même s'il y a un vrai problème. LVMH a redistribué des milliards d'euros. La France a le record inédit de distribution de dividendes, 58 milliards d'euros. On est en tête de toute l'Union européenne. Donc, LVMH paye plusieurs milliards d'euros aussi d'impôts en France. Quand on parle juste de redistribution, parlons-en, mais parlons d'abord de l'industrie, parlons d'abord de la réindustrialisation, parlons d'abord du coût de l'énergie, où l'Union européenne fait couler les entreprises. Je ne peux pas vous laisser dire des larmes de crocodile. C'est pas des larmes de crocodile, c'est une économie qui va être en danger. Dans un secteur du luxe qui est en danger à l'heure actuelle. En fait, ça fait quand même plusieurs semaines qu'on peut suivre, parce que ces entreprises du luxe, c'est aussi le fleuron des entreprises françaises. Et il y a quand même une récession importante. Et moi, je suis une macroniste et j'ai fait campagne sur le fait que la liberté d'entreprendre, la liberté des entreprises et le fait que les entreprises sont là pour produire de la richesse et qu'on doit redistribuer. Moi, ce que j'entends, en tout cas sur le débat actuel, par exemple, Jean-René Cazeneuve, qui s'occupe beaucoup du budget côté macroniste, a pris la parole en disant, et en appuyant sur le fait exceptionnel, on a besoin de cet argent. Et je pense que depuis 2017, nous avons protégé petites, moyennes, toutes petites entreprises et grandes entreprises. Et là, on demande un effort à celles qui le peuvent. On ne parle pas de celles qui ne peuvent pas rembourser leur PGE, je suis complètement d'accord. On ne parle pas de celles qui ont des problèmes, ou nos boulangers sur les factures d'électricité. On parle de celles qui, actuellement, donc à la fin de l'année de l'exercice comptable, ont les moyens de contribuer. On parle de la France et en fait... Mais pourquoi une entreprise devrait renflouer la gabegie d'un État qui n'a pas été foutu, de réguler une Je pense tout simplement, vous savez, moi je me suis beaucoup intéressée à nos bulletins de salaire. C'est-à-dire que depuis des années, en fait, les bulletins de salaire de mes parents étaient tout courts en termes de redistribution. On a des charges, on est les champions. Les champions d'Europe de prélèvement obligatoire. On veut une prise en charge. C'est comme sur cette histoire le coq sportif. Moi, c'est quelque chose qui m'émeut. J'adore cette boîte, j'adore leurs produits, etc. Mais comme je le dis souvent, c'est-à-dire que là, on a des manifestants, on a des personnes de chez LFI qui nous disent il faut les sauver. Sauf qu'aujourd'hui, le coq sportif n'a pas son marché, en fait, en France. Quand vous achetez une paire de baskets pour vos enfants, vous vous dites pas
premier truc, je vais aller acheter une paire chez Lecoq Sportif. Vous vous dites, je vais aller acheter une paire d'Adidas, une paire de Nike, etc. Et là où les Américains sont forts aussi là-dessus, c'est que eux, ils se protègent de cette manière. Merci. Donc, si nous voulons protéger nos marchés, nos entreprises, créer de la valeur, achetons déjà français. Oui, ça coûte peut-être un tout petit peu plus cher et j'entends qu'un certain nombre de personnes ne le puissent pas, mais il y a un certain nombre de mesures. Mais je pense que là, on a besoin d'un budget, on a besoin d'une aide exceptionnelle et je suis d'accord. Vous pouvez comprendre. Et les grands patrons, nous les avons protégés. Ils nous ont pas appuyés pendant le texte de la retraite. Sur le texte de la retraite, moi, je faisais partie des gens qui disaient on a besoin de cette population qui travaille dans les restaurants, etc. On a eu très peu de soutien. On les a tous auditionnés. On a eu très peu de soutien. Et dans le bâtiment, en travaux publics, vous n'avez que des personnes qui sont sans papier, qui sont là depuis longtemps. Donc aujourd'hui, on leur demande une aide exceptionnelle. J'espère que c'est normal qu'ils disent j'ai pas envie. C'est normal qu'ils disent je vais aller ailleurs. Et j'espère qu'ils n'iront pas. Juste un petit message d'Éric Revel qui connaît en écho. Il dit la masse des prestations sociales en France permet d'avoir la redistribution la plus égalitaire en Europe. Oui, c'est vrai, parce que les prélèvements entre le revenu avant impôt et le revenu après impôt, il y a un lissage qui est phénoménal. Enfin, il faut dire, les plus hauts revenus sont considérablement taxés. Mais au-delà de ça, moi, ce dont je voulais parler, parce que je les vois aussi tous les jours, c'est les artisans et les commerçants aujourd'hui, et l'incertitude politique qui plane avec la non-visibilité. Je peux vous dire que les bons de commande, ils sont tous vides là aujourd'hui. Les collectivités ne font plus de travaux, enfin tout est bloqué. Donc il y a urgence aussi à apporter de la stabilité à ce niveau-là. Et une petite entreprise, une chef d'une petite entreprise me dit c'est trop cher pour nous d'embaucher aujourd'hui. Ça nous coûte c'est pas trop Bernard cher. Arnault encore une fois. C'est pour ça que je fais la différence. Moi, je fais la grande différence entre les larmes de crocodile d'un multimilliardaire. C'est pas non plus des larmes de crocodile. Ça met en péril son entreprise. Combien de milliers de personnes il embauche? C'est juste pour vous dire que j'apprécie pas trop sur la forme. C'est-à-dire que les grands patrons, ils font un ultimatum. C'est pas une négociation, c'est un ultimatum. Si vous faites ça, je pars. Pardon, mais j'apprécie pas trop cette manière de faire. C'est pas une négociation et c'est pas très patriote. Alors, on rappelle, LVMH, c'est 40 000 salariés en France, 215 000 emplois dans le pays. Plusieurs milliards d'euros et plusieurs d'impôts. Je crois que c'est 3 milliards d'euros d'impôts en France avec la taxe supplémentaire. Ce serait pour eux catastrophique. Mehdi, un mot, rapidement. Moi, quand un grand patron du type Bernard Arnault dit ça, je pense aussi que c'est une sonnette d'alarme. Oui, bien sûr. Parce que ce que vous avez dit, Valérie, est pour moi le cœur du problème, c'est qu'il y a de la gabegie financière de l'État. Bien sûr. Et aujourd'hui, on parle d'aide exceptionnelle, mais généralement, les aides exceptionnelles en France, elles deviennent souvent pérennes par la suite. Donc moi, c'est quand même un sujet qui m'inquiète. On parle notamment de l'URSSAF, tous ceux qui ont eu des entreprises, ont été à la tête de direction financière, se plaignent de ça. Tout le monde dit c'est plus possible. Si je veux donner une prime de 200 euros, je suis obligé d'en payer 400. Si je veux filer un salaire de 2000 balles, c'est pas exceptionnel, 2000 euros. Je suis obligé d'en donner 3008, 4000. Bien sûr. C'est illogique. À un moment, les économies doivent être faites plus haut dans les instances de l'État et notamment dans les on aura l'occasion d'en reparler. Merci à vous. Très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.